C'est à toi. Eh ben, bonjour à tous. Je commence déjà par me présenter. Anthony Sora, je suis un des fondateurs de l'entreprise Azeo. Donc, Azeo, on accompagne des centaines de coachs sportifs, gérants de salles de sport, de studios, de fitness, de coaching, de boxe, de CrossFit, pour activer, engager et monétiser leur communauté de clients. Je vais vous parler aujourd'hui des 5 clés pour mieux vendre vos coachings. Donc, ça va être des redites, je pense. L'idée, ça va être un petit peu ordonner les choses pour que vous les preniez dans le bon ordre demain face à vos clients. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, on va voir comment augmenter votre nombre de prospects qualifiés, fidéliser vos clients, savoir mieux vendre vos abonnements et mieux vendre vos carnets de séances, vos ventes additionnelles et savoir vendre notamment avec le digital et savoir convaincre, qui est l'essentiel pour pouvoir vendre. Vous pouvez bien évidemment nous poser toutes vos questions au travers du chat. C'est David qui gère. Moi, je suivrai les commentaires et les consignes de David. Le programme, donc on va avoir 5 grandes clés, 5 grandes parties. La première, c'est avoir une offre claire. Ça, c'est très important. Une offre claire et une offre personnalisée, c'est essentiel. Le deuxième axe, c'est l'écoute et la découverte. Je vous en parlerai un petit peu. C'est les 2 grandes compétences qui sont pour moi essentielles, que vous soyez commercial ou non. C'est des compétences humaines et elles sont stratégique pour pouvoir bien vendre demain à vos clients. Comment et quelle est la force de vente de votre coaching? Et vous verrez que ce n'est pas obligatoirement celle à laquelle vous pensez. Quelques bonnes pratiques à la vente et on va finir par des erreurs à ne pas commettre. La clarification de vos offres. Donc, qu'est-ce que votre offre de coaching elle apporte? Là, on va rentrer dans un schéma assez marketing. Je vais notamment, pour certains, vous parler de persona. On parle beaucoup de persona dans le marketing. C'est-à-dire qu'on adresse une offre à une certaine typologie de clients. On a tendance à vouloir adresser notre offre à tout le monde. C'est bien évidemment l'approche facile. On se dit qu'adresser à tout le monde, c'est adresser à une plus grande population de personnes. Donc, on va toucher un plus gros volume. C'est souvent une erreur, notamment au début, parce qu'en fait, finalement, le fait d'adresser à tout le monde, on n'adresse à personne. Quand on cible une certaine typologie de personnes, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les hommes passés 40 ans, CSP+. Donc CSP+, c'est par exemple des cadres avec un certain pouvoir d'achat. Ou ça peut être les femmes post-grossesse avec un objectif de perte de poids. L'avantage de cibler, c'est qu'on peut uniformiser un seul discours. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, que vous adressez une seule typologie de personnes, on va le voir par la suite, mais ça veut dire que potentiellement, vous avez plusieurs discours. Vous avez plusieurs discours pour proposer votre offre, plusieurs scripts. Vous allez avoir des objections différentes et donc vous allez avoir une capacité à traiter les objections de manière différente en fonction des personas. Pour définir un persona, il est très important de comprendre leurs besoins. Quel est leur besoin, quelle est leur problématique en fonction de la typologie. On va reprendre le cas de l'homme, plus de 40 ans, CSP+. Très souvent, on a une moyenne, en tout cas, on a une médiane qui est un persona qui a envie de perdre du poids à plus de 40 ans. Notamment, si on a un certain pouvoir d'achat, on s'est un petit peu empâté. La perte de poids est un des objectifs qui revient le plus souvent. La femme post-grossesse, c'est également le cas. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, Azeo, on est avant tout un fournisseur d'applications mobiles. C'est comme ça qu'on accompagne nos clients. Et sur plus de 200 applications mobiles qu'on a créées auprès de coachs et de salles de fitness, on a plus de 80% des 500 000 utilisateurs, tout à confondu, qui nous disent avoir un objectif de perte de poids. Donc, effectivement, alors je pense que tous, vous l'avez en tête, mais effectivement, le fait de s'adresser à un persona qui a envie de perdre de poids, c'est le persona le plus commun, c'est le persona auquel vous avez besoin de parler et c'est le persona à qui vous devez comprendre
quelles sont ses problématiques, quels sont ses besoins pour pouvoir y répondre. Comment votre coaching répond à ces besoins? Quelle offre finalement pour quels besoins? Là-dessus, il est important d'essayer de mettre en place un système qui est très connu dans le monde de la vente. C'est l'USP, c'est Unique Selling Proposition. Donc, c'est essayer d'avoir une seule offre. Une seule offre, c'est ce qu'on appelle, nous, très souvent le kicker en anglais. C'est l'offre que vous allez vendre le plus souvent. C'est Ah, c'est sûr, c'est mignon tout plein, mais l'autre, elle mérite vraiment un truc sale, c'est. Ah, juste coupez Tu vos craches sur micros. le. Pardon, coupez vos micros. c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Surtout que ça allait partir. Ça allait dériver, ça allait dériver. Ouais. Incroyable, incroyable. J'espère que ça a bien été enregistré, ça. Ça a été enregistré, Sofiane. Ne t'inquiète pas. Vous êtes des génies. Je ne sais La pas qui photo c'est, a mais été c'est un bien génie. prise. J'ai la Ouais, même chose avec mes gars. C'est incroyable. Vous arrêtez ouais, pas. Hein. ok. Allez, on reprend. Pardon, Anthony. La Unique Selling Proposition, c'est votre offre de base. Donc, en fonction des personal trainers, vous allez avoir plusieurs offres de base. Elles peuvent être différentes, même si, in fine, vous proposez un coaching. On pourrait dire la même chose, mais certains vont préférer vendre du carnet, ou du carnet de 10 à 25 séances. Certains vont préférer vendre de l'abonnement sur plusieurs mois. Certains vont préférer vendre du programme à distance. Finalement, la problématique auquel vous répondez, c'est la perte de poids. Les besoins que vous apportez à votre client, c'est atteindre cette perte de poids. Mais l'USP est différente en fonction des trois catégories que je vous ai citées là. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais j'ai pris les trois principales qui sont celles que je rencontre. Et là-dessus, adapter vos tarifs à votre cible. C'est important. Très souvent, et ça c'est un discours que j'entends et c'est un échange que j'ai avec beaucoup de mes clients, qu'ils soient coachs ou qu'ils soient gérants de salle de fitness. On me dit très souvent, oui, bah pour la première séance, j'ai tendance à proposer moins 50, moins 70% par rapport à un tarif de base quel qu'il soit, hein, encore une fois, qu'il soit à 50, 60, 80 ou 100 euros de l'heure. Le sujet, il est assez simple. Si vous proposez dès le début à un client qui est dans votre persona, que vous avez ciblé correctement, un tarif réduit à moins 50% par exemple, on va cibler un 80 euros de l'heure. Le client va donc payer sa première séance 40 euros. De quelle manière vous pouvez justifier que ce client ait la capacité d'acheter un carnet à 80 euros et 10 séances, donc à 800 euros. C'est plus compliqué. Le tarif, il est important, donc adaptez vos tarifs à votre cible. Votre tarif, il est proportionnel à la qualité du service que vous apportez. Je prends des exemples que vous connaissez tous. Si aujourd'hui, une personne veut acheter une voiture, quand il va chez Dacia, il sait pourquoi il va chez Dacia. Quand il va chez BMW, il sait pourquoi il va chez BMW. Ça ne veut pas dire qu'il y a finalement une erreur ou finalement que c'est un mauvais positionnement d'aller chez Dacia. Ça veut juste dire que quand on va chez Dacia, on a besoin de faire du volume puisqu'on vend sur du low cost. Quand on va chez BMW, on a moins besoin de vendre de services, on a moins besoin de vendre de voitures pour faire du chiffre d'affaires. Dans une logique de personal training, on est très souvent dans une approche de service premium. Vous apportez de la valeur à vos clients et c'est beaucoup plus facile de positionner vos prix sur des tarifs qui sont des tarifs haut de gamme parce que c'est comme ça que vous allez mieux gagner, notamment votre vie et notamment générer plus de marge. Donc, adapter vos tarifs, c'est très important. Mais ça ne fait pas tout. Une des premières compétences, et ça, j'en parle assez souvent pour ceux qui me connaissent, qui m'ont rencontré ou pas. C'est un des sujets que j'évoque quasi perpétuellement, que vous soyez commercial ou que vous soyez simplement un homme ou une femme. Notamment, souvent, les femmes ont plutôt cette capacité d'écoute. Les hommes, un peu moins. On a tendance à moins écouter. Sauf que commercialement, c'est ultra important d'être attentif au moment présent. Quand vous êtes en clientèle, quand vous êtes avec un prospect, vous devez être concentré. Vous devez être concentré sur les éléments que votre client va vous dire. Vous devez être
attentif au point d'être en capacité, à la sortie de l'entretien avec votre prospect, de vous faire une note vocale qui synthétise l'échange avec votre prospect. Pourquoi? Parce que c'est très simple et ce n'est pas du commercial. D'ailleurs, ça peut vous servir dans plein d'autres situations. Je ne reviens pas à la petite photo d'avant, mais ça pourrait servir potentiellement. Ça revient à simplement prendre conscience du besoin et comprendre ce que veut la personne en face de vous, ce que veut votre prospect, comprendre sa personnalité, parce qu'il y a différentes personnalités auxquelles vous allez faire face. Et de cette manière, vous allez être en capacité, les fois prochaines, parce que finalement, une vente ne se fait pas en un seul coup. Une vente, elle se fait en règle générale en 2, 3, 4, 5 étapes. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficient par la suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vendre en une seule fois, il y en a qui arrivent. On a peut-être tous vu le film Le Loup de Wall Street avec une petite scène où il arrive à vendre. Donc, il, en l'occurrence, c'est Leonardo DiCaprio. Il arrive à vendre des parts sur des sociétés qui sont très mal cotées en 2 minutes. Ça arrive très rarement. C'est l'exception et ce n'est pas la règle. La règle, c'est que très souvent, on a besoin de 2, 3, 4 étapes avant de vendre réellement, d'encaisser un chèque, un paiement. Et pour ça, c'est essentiel dès la première étape, dès la première rencontre, dès la première écoute, dès la première découverte, d'avoir fait les choses correctement. Puisque finalement, là où vous allez jouer votre batou, c'est à la deuxième étape et à la troisième étape. Et elles ne sont pas si compliquées que ça à partir du moment où vous avez correctement catégorisé les personnes que vous allez avoir en face de vous. Si vous avez écouté, si vous avez entendu les problématiques de votre prospect, ses difficultés, pourquoi par le passé il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs avec d'autres coachs ou avec une salle, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui a fait qu'il a eu un chamboulement et que finalement tout ça a mis en désordre l'atteinte de ses objectifs. Si vous n'avez pas ça en tête, vous aurez beaucoup plus de difficultés et beaucoup moins de pertinence pour lui avancer les arguments qui feront que vous allez le convaincre, que vous allez générer la confiance, qu'il va vouloir payer pour un service avec vous. Donc, l'écoute et la découverte, c'est vraiment le point sur lequel c'est ultra simple, c'est vraiment très basique, mais c'est essentiel. Et ça vaut pour vous comme ça vaut pour moi dans mon business, dans le fait d'accompagner des professionnels du sport et du bien-être. Ça vaut pour tout type de commerciaux, dans tout type de secteur. Et ce sont finalement des compétences qui sont très humaines plus que commerciales. C'est juste que certaines personnes ne vont pas s'y attarder là où vous devez vous y attarder. Et j'ai tendance à dire à mes commerciaux la phrase que je vous ai écrite, notamment dans l'écoute et dans l'échange avec vos prospects. N'oubliez pas que chaque mot, chaque silence parle. Le silence est très important parce que c'est le moment où votre client, il va réfléchir, il va penser à un argument que vous avez donné. Donc, n'ayez pas peur des silences quand vous échangez avec vos clients, puisque le silence est constructeur de la conviction. Le timing, il est ultra important. Si vous avez écouté et si vous avez correctement découvert votre client, vous devriez trouver les bons mots dans le bon timing pour convaincre votre client. Vas-y, Bernard. Les micros. Oui, on a des questions? Non, non, c'est qu'il y a les micros qui sont activés. La Donc, du coup, structure de votre discours est très importante aussi. On va la voir par la suite. Je m'attarde sur 2 points, le ton et la posture. Quand vous êtes face à un client et quand vous êtes face à un prospect, ça va pour les deux, de base, votre posture, de base, la manière dont vous allez partager l'information que vous allez vouloir donner à votre client est ultra importante. On appelle pour certains, je ne sais pas si vous connaissez la PNL, la programmation neurolinguistique. Il se passe des choses entre vous et votre prospect, entre vous et votre client, peu importe que vous parliez ou non. Le fait d'être fermé, les bras croisés, c'est une position fermée. C'est une position qui
Moi, j'ai une n'engage question. Je pas. suis désolée, depuis tout à l'heure, je lève la main. Oui, alors Ludivine, on avait dit qu'on posait les questions dans le chat et qu'au bout de 15 minutes, je reprenais les questions. D'accord, j'ai posé une question aussi dans le chat, j'ai pas de réponse, donc c'est pour ça. C'est pour ça, Je, parce on a Ouais, prévu un vas-y, petit temps de pause. on va prendre et après on switch. Vas-y, Ludivine. Voilà. euh, alors, je me demande si je suis au bon endroit parce qu'en fait, moi, je travaille déjà avec toi, Anthony. On a créé ensemble une apps. Elle est sortie de terre en novembre. Ouais, Euh, bon, je suis complètement en phase avec tout ce que tu dis jusque-là parce que nous aussi, on a fait ce travail-là avec tes équipes. Peut-être qu'on a déjà eu recours ensemble, je ne sais pas trop. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, ce que mon mari me dit, inscris-toi dans ce truc-là, c'est le coup d'après. Parce que tout ça, voilà, c'est fait pour moi, c'est acté. Merci de m'avoir aidé. Mais il y a aussi la partie derrière l'apps, une fois qu'elle sort de terre, qu'est-ce qu'on en fait et comment on la commercialise et compagnie. Moi, je suis sur ce step-là et du coup, je suis en train de me dire, ouf, je crois que là, je suis pas au bon endroit. alors là, Je suis, tu on va parles être des plutôt réseaux. ouais, on va être plutôt sur la partie en amont. Donc, Ouais. effectivement, on est plutôt sur comment on donne le bon discours, comment on positionne le bon discours pour pouvoir le Ouais. vendre. L'application mobile n'est qu'un outil. Mm. Je le dis tout à la fin, mais en fait, l'application mobile, elle est au même titre que votre site internet, elle est au même titre que votre PLV, donc vos cartes de visite, vos flyers. L'application mobile, c'est qu'un outil. Effectivement, nous, on est fournisseur d'applications mobiles, c'est notre métier, mais l'application mobile, elle ne va pas vendre à votre place l'approche et le discours commercial et Oui, bien sûr. Ah, mais c'est sûr. le bon positionnement, il est essentiel. Donc, effectivement, on pourra aborder les choses peut-être plus ensemble par la suite, notamment sur une call ensemble. Mais là, je vais essayer de rester sur la partie en amont. Ouais, c'est ça. Donc je pense que moi, je vais en fait, je suis une athlète et j'ai une compète dans 5 semaines, donc j'ai encore du tapis de course à faire. Je suis désolée. Si c'est pas, dans mon intérêt de rester là, je préfère, qu'on effectivement, je suis vraiment intéressée sur le step d'après, si jamais vous faites une petite conférence sur, la partie réseau et Ce sera commercialisation, une je suis idée, preneuse. ce sera une idée qu'on fera. David, on prend le mot pour faire un autre webinaire sur le step d'après. Ah, le step d'après, moi, il m'intéresse complètement parce que c'est bien, mais c'était pas tout. Alors, le tout, Bien j'aimerais sûr, bien l'avoir. Avec Ok, plaisir. pas de c'est souci. noté. De, Merci beaucoup. de Bonne, rien. bonne préparation, Ludivine. Merci. Oui, À bientôt. merci. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Donc, la partie positionnement, l'écoute découverte, essentielle. Elle est très souvent, malheureusement, bâclée ou en tout cas faite trop rapidement. Derrière la force de vente. Très souvent, et c'est normal, je pense que la force de vente, vous identifiez que vous êtes la force de vente. Vous êtes personnel trainer indépendant, vous êtes la force de vente, c'est vous qui vendez vos services, c'est normal. Vous êtes potentiellement head trainer, vous avez des coachs ou vous avez des commerciaux, ce sont eux votre force de vente. Bien évidemment, je ne vais pas vous refaire le topo, mais un point important, et c'est essentiel de bien le comprendre puisque nous-mêmes, on l'utilise chez Azeo. Nos clients sont nos premiers prescripteurs. Vos clients sont vos premiers prescripteurs. Vos clients, logiquement, si vous avez fait correctement les étapes, ils sont en cadre avec votre persona. Ils correspondent finalement à la cible que vous recherchez, à la cible que vous visez. Donc, faire appel à vos clients pour être en capacité de justifier des résultats visibles et des commentaires positifs, c'est le premier argument que vous pouvez apporter à des prospects qui ne vous connaissent pas. Puisque dès le départ, vous allez répondre à un besoin, vous allez aller voir un prospect qui ne vous connaît pas, mais finalement, vous devez créer le schéma de confiance. Un client qui témoigne des résultats qu'il a obtenus avec vous, des commentaires qui donnent des commentaires positifs avec une vidéo par exemple, ou via une app, effectivement, puisque les applications permettent de mettre des commentaires type 4 étoiles, 5 étoiles, vous permet de justifier de l'accompagnement et de la qualité du service que vous fournissez. Là-dessus, c'est essentiel de bien le comprendre. Les clients sont nos premiers prescripteurs. Ludivine est intervenu, on travaille avec Ludivine depuis pas mal d'années maintenant. Donc,
l'intérêt de travailler avec vos clients, d'apporter des résultats à vos clients est ultra important pour pouvoir justifier auprès de vos prospects de l'intérêt de collaborer avec vous. Là-dessus, deux axes. Je reste sur la partie clientèle notamment. Vos clients sont une source de business à deux égards. On va le voir par la suite, notamment parce que vos clients vous font confiance. Donc, vos clients sont aussi le portefeuille sur lequel vous devez capitaliser pour vendre plus de services. Il est plus facile de vendre à un client que de vendre à un prospect. Un client vous fait confiance, un prospect ne vous connaît pas. Il vaut mieux vendre, en tout cas moi, c'est mon parti pris, il vaut mieux vendre un carnet de 20 séances à un client, puisque vous le renouvelez, qu'un carnet de 20 séances à un prospect. Quel est l'intérêt? C'est que le client qui vous reprend un carnet de 20 séances, potentiellement il vous a pris un produit avant, et il sera en capacité de parler d'une manière positive, à d'autres prospects autour de lui. C'est ce que nous, on appelle l'offre de parrainage, et c'est ultra important. Ayez une stratégie de parrainage. Qu'est-ce que gagne un client, un de vos clients, s'il parraine un ami? Posez-vous cette question. Est-ce qu'il gagne quelque chose? Est-ce qu'il ne gagne rien? S'il ne gagne rien, posez-vous la question de est-ce que c'est judicieux de ne pas récompenser un de vos clients s'il vous amène deux amis en coaching qui potentiellement vous prendront un ou deux carnets de 10 séances? Est-ce que votre client qui vous amène deux amis, il n'a pas intérêt à avoir une ou deux séances offertes? Vous avez vendu à côté un ou deux carnets de séances. On pourrait me dire, ah oui, mais si je ne vends pas les deux carnets de séances, mais finalement, votre client qui amène deux amis, il vous fait confiance, il vous amène deux prospects, à vous de les convaincre. Si vous ne les convainquez pas, c'est finalement que vous avez peu ou pas fait correctement le travail d'écoute et de découverte et de conviction. Mais votre client, finalement, il aurait tout intérêt à être récompensé quand même, puisqu'il a tout intérêt à vous ramener deux autres amis de son cercle amical. Un client est aussi en capacité de convaincre des prospects, notamment quand il les fait venir, et notamment avec les testimoniaux, donc les fameuses vidéos. Donc, capitalisez sur vos clients. Ne vous dites pas, j'ai 10 clients, j'ai 5 clients, j'ai 50 clients et je m'arrête là. Vos clients, c'est la première base, c'est la base sur laquelle vous allez pouvoir travailler votre business additionnel, vous allez pouvoir vendre de manière additionnelle, mais c'est aussi un grand atout pour aller chercher d'autres prospects, pour aller faire valoir un des axes le plus persuasif du milieu du commerce qui est le bouche à oreille. Et là-dessus, quoi de mieux que de récompenser votre client de parler de vous, donc de faire en sorte de faire du bouche à oreille, que de ne rien faire. Vous risquez pas grand-chose, hormis faire rentrer des nouveaux prospects. Sur la partie force de vente, il y a aussi deux grands axes qui sont importants, notamment quand vous abordez des prospects. Ayez des scripts commerciaux en fonction de vos personas, ce qu'on a vu juste avant. Et ces scripts commerciaux, si vous n'êtes pas commercial, construisez-les très simplement, mais vraiment très simplement. Écoute et découverte. Donc, basez les 5 à 10 premières minutes sur finalement connaître la personne que vous avez en face de vous et basez les 5 à 10 minutes supplémentaires en ayant la capacité d'anticiper et de traiter les objections. Listez les objections, soyez en capacité d'y répondre et vous verrez que du coup, si vous êtes capable de répondre aux majorités d'objections de vos clients, et qu'en parallèle au préalable, vous avez découvert et écouté votre client, logiquement, vous aurez les arguments pour le convaincre. Puisque l'écoute vous permettra de proposer le bon service, le bon programme à votre client. Les bonnes pratiques pour convaincre un prospect, l'humain est très émotionnel. On agit dans le cadre de l'émotion. D'ailleurs, l'acte d'achat, le passage à l'action est un acte d'émotion. Très souvent, vous pouvez ou vous devez voir que vous avez des opérations promotionnelles. Vous en faites sûrement. Vous envoyez sur le Black Friday, sur les soldes, des opérations qui ont des durées limitées. Pourquoi on organise ça finalement d'un point de vue marketing? Tout simplement parce que tout ce qu'on veut,
c'est créer l'acte émotionnel d'achat. C'est pas plus compliqué que ça. La pression d'une durée limitée crée l'acte de finalement vouloir acheter parce que la promotion va s'arrêter. C'est l'acte émotionnel, c'est également avoir touché, avoir écouté et découvert correctement votre client pour être capable de toucher le bon endroit et de proposer le bon argument qui touche l'émotion de votre client et qui justifie que ce client doit acheter votre accompagnement. Il faut toujours placer le prospect au centre de vos discussions. Ne vous vendez pas, vendez une réponse aux besoins et aux problématiques de vos clients et de vos prospects. Écoutez-les, découvrez-les et de cette manière, vous allez être en capacité de pouvoir y répondre. Votre prospect, il n'achète pas un coaching, il n'achète pas un club, il n'achète pas une expérience, il achète une solution. Il veut atteindre son objectif, il veut perdre du poids, il veut prendre de la masse, il veut faire une compétition. Il achète une solution pour atteindre un objectif. Un objectif, c'est des résultats. Et on revient à ce qu'on a vu juste avant. Si vous êtes capable de montrer par des témoignages que vous avez atteint ces mêmes résultats avec d'autres clients, finalement, vous avez des arguments qui sont très facilement entendables. Il faut être incitatif et persuasif, mais pas directif. Voilà, le il faut, finalement, tu devrais. Essayez d'enlever ces discours de votre vocabulaire. Essayez d'être plus dans le conseil, notamment utiliser la preuve sociale. Un des points qui est le plus facile pour être incitatif et persuasif sans être directif, c'est utiliser la preuve sociale. Voilà, j'ai fait avec tel client cet exercice, ce programme. Il a atteint cet objectif. C'était le même que toi. Et essayer de convaincre par l'exemple sans être directif. D'accord? C'est en tout cas une des règles qu'on retrouve très souvent et qui fonctionne le plus régulièrement. Un point important, ne sous-estimez pas la conversion, l'acte de conclure la vente. Très souvent, et je l'ai sur des gérants de salles de sport comme des personnel trainers, le fait de dire oui, ok, pas de problème, je vais prendre ton programme, et puis passer une semaine, 2 semaines, un mois, le client a toujours pas acheté le programme, a toujours pas acheté le carnet de séance. Pourquoi? Parce que le process de conversion n'est pas correctement cadré. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, et je prends l'exemple de nous dans notre accompagnement, le process de conversion, il est électronique, la signature, elle est électronique. Il nous arrive de faire une signature avec nos prospects, de signer le devis avec nos prospects. La conversion fait partie de l'acte d'achat. Donc, ne mettez pas cette étape de côté, elle est ultra importante. Vous avez convaincu votre client, maintenant il faut qu'il passe finalement à l'engagement. Il faut potentiellement qu'il passe à la caisse et qu'il mette sa carte bancaire. Et donc, c'est ultra important de bien cadrer cette approche. Essayez de l'automatiser ou alors simplement faites-la avec votre client. Faites en sorte que dès que vous avez réussi à convaincre votre client, vous ayez un devis, un contrat ou finalement une feuille, une fiche contractuelle qui vous permette de vendre votre carnet de séance. Profitez-en pendant que vous avez votre client avec vous. Quatre techniques pour convaincre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de toute façon, le webinaire étant enregistré, je vous invite à les taper sur YouTube, qui sont des techniques pour aborder finalement différents types de clients suivant différents angles. Dans l'ensemble, elles donnent finalement à peu près la même directive, ou en tout cas, elles peuvent être des mix. Le CAP ou le KPB, c'est caractéristiques, avantages, preuves, et le B, c'est bénéfices. Par exemple, l'idée, c'est quoi? C'est de donner, notamment une fois que vous avez découvert et écouté votre client, les caractéristiques, les avantages et les preuves et les bénéfices de votre service. D'accord? Le son casse, on est plus sur du personnel, on est plus sur quelque chose qui va être de l'ordre du ressenti.
on va s'attacher plus au côté finalement émotionnel. Les personnes ont tendance à avoir 6 grands piliers dans leur sphère affective: la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. Là-dessus, vous avez, et on ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on y passerait une nouvelle fois 1 heure, vous avez des exemples très concrets sur YouTube qui peuvent vous permettre de mieux comprendre ces préceptes et d'y adapter le bon script commercial. Donc, je vous invite à les regarder et notamment à vous inspirer de ces préceptes pour construire vos scripts. Les bonnes pratiques pour convaincre un client. Je vais redire des choses que j'ai déjà dites, mais c'est pas très grave puisque c'est important. Vos clients sont les premiers prescripteurs. Clairement, c'est le point essentiel à votre, je pense, à tout développement de business. Et nous, d'ailleurs, chez Azeo, on en est également un exemple. On s'appuie énormément sur nos clients. On a un système de parrainage entre nos clients qui fonctionne plutôt assez bien. Donc, utilisez-le. C'est, je pense, très important et c'est là où vous allez gagner le plus de temps. Vos clients sont vos premiers fans et ce sont ceux qui sont le plus à même d'acheter vos produits et vos services et qui sont le mieux à même d'en parler correctement à vos prospects. Essayez de construire une relation de confiance avec vos clients et avec vos prospects. Comment? Là-dessus, pareil, je vous invite à aller regarder sur YouTube, notamment parce qu'il y a pas mal de choses. Vous tapez méthode DISC, donc DISC. La méthode DISC, c'est une méthode qui permet de catégoriser les personnes en fonction de 4 grandes catégories: dominant, influent, conforme, stable. Donc, en fonction des catégories, vous allez avoir des personnes qui sont plus dans l'affect, qui sont plus dans l'analyse, donc finalement dans les résultats, dans les variables, d'autres personnes qui sont dominants et qui auront besoin d'être finalement convaincus. C'est des personnes qui savent tout, à qui vous ne pouvez absolument pas apporter la vérité, mais que vous devez inséminer plutôt un chemin pour aller vers les résultats. Cette méthode est très intéressante. Vous avez pas mal de contenu là-dessus et je vous invite à essayer de vous en inspirer pour construire votre approche. L'aspect conditionnement, récompense pour tester finalement votre service et notamment récompenser les clients qui vont prescrire vos services est également essentiel. Je parle beaucoup des clients, mais c'est pour nous, en tout cas, je prends l'exemple d'Azeo, société qui a été créée il y a 4 ans. On est parti de zéro et on est monté à plus de 700 clients professionnels. On a réussi à faire ce chemin-là parce qu'on a avant tout et on a été avant tout concentré sur nos clients. Faites de même, assurez-vous que vos clients sont satisfaits du service que vous leur apportez. Valorisez vos clients, faites en sorte qu'ils ont envie de parler de vous et vous verrez que petit à petit, vos clients vous apporteront 1, 2, 3 nouveaux clients. Quelles sont les 3 erreurs à ne pas commettre en tant que coach? Il n'y en a pas que 3. Encore une fois, j'ai essayé d'identifier les 3 grandes erreurs, les 3 points qui risquent de créer un gros blocage. Faites attention à ne pas proposer trop d'activités ou trop d'offres. Je vais vous prendre un exemple, notamment les restaurants. Les restaurants qui ont des cartes à rallonge avec 30, 40, 50 plats sont les restaurants qui sont les plus difficiles à finalement rentabiliser. Pourquoi? Parce que hausse des charges, beaucoup d'investissements sur la partie produit, beaucoup d'investissements sur le temps, la cuisine, et en plus, une complexité dans le choix. On parle notamment du syndrome Netflix. On va sur Netflix, qui n'est pas resté 30 minutes ou 45 minutes à essayer de choisir une série sur Netflix parce qu'il y en a trop. Essayez d'être spécialiste, en tout cas au début. Vendez déjà votre USP, votre premier produit, avant de vouloir vendre un accompagnement avec un service additionnel et un service spécifique.
Faites attention à ne pas baisser vos prix. Encore une fois, vous ne ferez pas plus de ventes en baissant vos prix. Quand vous baissez vos prix, votre image, elle est impactée, alors que vos charges, vos coûts, vos taxes restent les mêmes. Vous baissez vos prix, vous payez les mêmes charges URSSAF, vous payez potentiellement les mêmes charges quand vous allez de chez vous à votre club en voiture. Rien ne change hormis le prix que vous proposez à votre client. Donc, vous vous mettez en danger. Et en plus, en baissant vos prix, vous vous mettez en danger vis-à-vis de votre client pour être en capacité de répéter l'achat. Mieux vaut ne pas vendre que vendre une seule fois. Préférez vendre à un client que vous avez convaincu qui sera en capacité de répéter l'achat. Le dernier point, et vous l'avez compris, puisqu'on l'a abordé assez souvent, la stratégie de fidélisation, capitaliser sur vos clients pour acquérir de nouveaux prospects. Acquérir de nouveaux prospects vous coûte entre 3 et 4 fois plus cher que fidéliser votre clientèle qui vous fait déjà confiance, qui dépense chez vous. Anthony, Oui, il y a une question dans le chat. allons-y. C'est quelle offre de parrainage proposer sans baisser le prix? Alors, quelle offre de parrainage sans baisser le prix? Alors, Ouais. tu peux principalement, par exemple, proposer un carnet de 10 séances, mais dans lequel tu vas ajouter des séances offertes. Mm. Le client va payer le même prix sur les carnets de 10 séances. Effectivement, tu vas offrir des séances, mais finalement, dans l'ensemble, tu vas avoir un réengagement. Je reprends l'exemple de ce que vous avez sûrement vu ou eu chez Canal+ ou chez SFR. On se réengage pour 2 ans et on a finalement une proposition de valeur sur plus long terme avec un prix plus attractif. Ça peut être tout simplement également l'accès à un produit qui est un produit additionnel, un e-book. Ça peut être l'accès à un programme ou un challenge dans un contenu que vous avez, votre site internet, l'application. Essayez d'utiliser des stratagèmes qui vous apportent finalement des contenus différenciants que vous êtes capable d'apporter sur un plateau, d'offrir, sans pour autant dévaloriser votre produit phare qui est votre temps avec le client. Votre client, il vous achète un carnet de 10 séances. Les carnets de 10 séances, les 10 séances, elles sont pour certains clients peut-être effectuées sous 2 mois, pour d'autres clients sous 4 mois. Donc, un programme à distance qui encourage votre client à faire des séances sans votre accompagnement, mais tout en restant connecté à vous, peut être aussi un produit qui est agréable d'offrir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'est des propositions. Hein. Donc après, les canaux de vente, je vous les ai listés. Voilà, il y en a énormément. Considérez que, voilà, encore une fois, vos canaux de vente, c'est juste un levier pour vendre. Ce n'est pas la vente en elle-même. Ce n'est pas l'axe sur lequel vous allez faire l'acquisition. C'est un outil. Comme votre voiture vous emmène d'un point A à un point B, vous devez mettre de l'essence dedans pour aller d'un point A à un point B. Un canal de vente, c'est de la même manière. La seule chose, c'est que l'essence que vous allez mettre dans le canal de vente, c'est le discours que vous allez avoir, c'est l'échange que vous allez avoir, la communication que vous allez avoir à votre client et surtout, ce qu'on a dit avant, l'outil que vous allez utiliser pour convertir, pour closer. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des 5 clés. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Ben, on va voir, on va peut-être arriver là, par rapport à ça. Moi, j'ai une question, Anthony. Vas-y. Il y a beaucoup de gérants de salles qui ont du mal à accorder une valeur plus importante à leurs produits. Euh, Certains ont voulu s'aligner avec des salles low cost Ouais. et ont du mal à se dire, ben non, moi, j'ai un tarif peut-être à l'époque, tu étais à 35 euros. Il y a la concurrence qui arrive, mais les gens font du coaching. Moi, j'ai l'exemple d'une salle qui nous prend des apprentis en formation. Alors, c'est 35 euros par mois. Et lui, il veut que le coaching soit offert aux adhérents de la salle pour se différencier de la concurrence. Et je lui dis, mais c'est bien, mais à un moment donné, c'est pas possible, tu vas jamais en vivre, quoi.
parce que ce que tu proposes, c'est bien plus cher que 35 euros. Et la question, elle dit, oui, mais comment je fais pour changer ça vu que j'ai mis ça en place maintenant, ben, comment je fais pour changer ça? Alors, je me suis permis de passer sur le téléphone, du coup, parce que Ouais, je vais aller choper mon train. oui, Le, vous m'entendez? oui, oui, on t'entend, on t'entend. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, on t'entend, Anthony. Oui, C'est bon. oui, c'est bon. Alors, attends. Pourquoi ça marche pas? Je vais rester comme ça. Oui, en fait, la difficulté après, bah, là, en l'occurrence, j'étais, tu vois, chez un de nos clients qui a une salle premium et qui a cette problématique-là. La difficulté, c'est qu'effectivement, s'aligner avec avec un Basic Fit ou un Fitness Park qui propose une offre low cost, mais qui finalement a derrière une structure de charge financière qui est totalement différente d'un indépendant, c'est en fait le combat de David contre Goliath. Euh, tu, on prend l'exemple de Basic Fit, avec lequel finalement il y a une vraie proposition de valeur et on pourrait prendre la comparaison de Basic Fit avec Decathlon dans le sport, en tout cas dans le retail et le sport pour tous. L'avantage de Basic Fit, c'est que derrière, tu as un fonds d'investissement qui a énormément d'argent, qui détient des supermarchés type Action et qui finalement est en capacité d'ouvrir des centaines de salles chaque année, en France notamment, puisque le marché les intéresse, et de positionner une offre low cost qui correspond à la stratégie qu'ils ont dans les autres centres commerciaux type Action. Hmm. La problématique d'un indépendant qui, lui, a ses charges, a pas obligatoirement négocié le même loyer qu'un Basic Fit, n'a pas obligatoirement la même force de frappe qu'un Basic Fit, bah, c'est que lui, il doit être en capacité de s'en sortir au travers d'une bonne stratégie, avec une bonne proposition de valeur, et au travers d'un bon service, surtout, parce qu'en fait, tout ce qu'on dit là, c'est très important. Mais si votre service et si le service n'est pas qualitatif, en fait, il n'y a pas de possibilité de réussir à avoir une continuité de business. Il est essentiel l'indicateur qui est ultra important et qui est ultra intéressant à regarder, c'est notamment est-ce que vous avez de la répétition d'achat? Est-ce que vos clients rachètent vos services? Quelle est votre durée d'abonnement? On parle très souvent, nous, notamment dans les sociétés tech donc de LTV, Long Time Value, qui est la durée d'abonnement finalement de nos clients. Si la durée d'abonnement est très très courte, c'est un indicateur Hmm. très important et très, j'allais dire, risqué, puisqu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a aucune pérennité au business. Hmm. Ouais, c'est vrai. Et du coup, par rapport à ces salles qui sont positionnées comme ça, augmenter on va dire leur panier moyen et leur offre, ben, pour changer d'habitude, ça doit être peut-être de proposer des nouveaux services qui seront à des tarifs plus élevés pour pouvoir récupérer le coût, parce que elles pourront pas changer leur offre existante, puisque elle est partie là-dessus et ça va être difficile de changer ça. Alors, bah, nous, aujourd'hui, la tendance générale, c'est que la plupart des clubs qu'on voit, les indépendants, augmentent leur prix. Ouais, c'est ça. J'ai l'exemple d'une salle là, qui est à côté, qui est à Moulins. Le gérant est passé de 35 à 50 et il a mis en place une offre premium plus à 250 balles par mois. Là, c'est un gros suivi coaching et il était un peu créatif et ça cartonne. Et il a quasiment 20% de sa clientèle qui a pris le service premium à plus de 200 balles par mois. Et au départ, il n'était pas du tout convaincu que ça allait marcher. Et au final, il se dit, mais pendant des années, je me suis mis une balle dans le pied, quoi. Et il a insisté à tout ce que tu as dit de parrainage, de mettre en avant les résultats des clients. Les de la salle sont salariés et ils sont primés aux résultats. Si le client atteint ses résultats, ils ont une prime par rapport à ça. Donc, du coup, ce qui...
Qui amène. Et on peut pas. Voilà, c'est essentiel. On peut pas vendre des offres, par exemple, à 250 ou 300 euros si on n'est pas positionné avec le bon persona. Je reprends un exemple très simple. Là, j'étais chez un client qui a une salle premium. Il est basé à Paris, 4e. Il est proche de l'île de la Cité, de l'île Saint-Louis. Il a une zone de chalandise avec, du coup, effectivement, des personnes CSP+, avec un gros pouvoir d'achat. Donc, il est en capacité de proposer cette offre. La même offre alors, je connais pas bien Paris, mais à Issy-les-Moulineaux ou dans une autre ville de la périphérie sera peut-être moins cohérente. On a des exemples avec les salles, l'usine, qui sont qui sont sur un positionnement ultra premium et qui sont finalement en plein centre de Paris. Par contre, pour autant, sur la partie personal training, et nous on le voit pour accompagner pas mal de coachs, notamment dans des salles assez différentes, les salles, notamment généralistes, ont un panel de clients, une diversité clients qui est assez diversifiée. Donc, être en capacité d'écouter et découvrir correctement le prospect et finalement la personne qu'on a en face de nous est très souvent la clé pour proposer le bon service, le bon tarif. Après, qu'on soit à 50, 60, 80 euros de l'heure, ça, je dirais, c'est même pas un sujet parce que le sujet, ça va être de vendre un carnet de 10, 20 ou séances. C'est ça le sujet. C'est pas de vendre une séance. On survit pas et on vit pas en vendant une seule séance. On vit et on fait de la marge en vendant de la répétabilité. Donc, le but, une fois qu'on a défini son taux horaire et que ça correspond à son niveau de charge et à sa structure juridique et à ce qu'on paye en termes de taxes, c'est d'être en capacité de proposer la bonne offre. Si on a identifié qu'en face de nous, on a un CSP+, plutôt que lui proposer un carnet de 5 séances, on va lui en proposer un carnet de 10 ou un carnet de 20. Oui, tout à fait. Il y a une question de Sofiane, c'est en règle générale, les personal trainers que tu accompagnes, ils ont combien de clients nouveaux coachés parce qu'on a souvent des mauvais barèmes en début de carrière. C'est quoi un peu pour un jeune coach qui débute les chiffres un peu en termes de clients? Parce que souvent certains ils pensent qu'ils vont avoir 30, 40 clients par mois. C'est quoi pour toi plutôt la réalité par rapport à ceux que tu accompagnes sur le lancement de leur activité? Alors, ça doit être variable, mais est-ce que tu as une fourchette moyenne? Nous, on a une grosse moyenne qui est beaucoup de nos personal trainers, j'allais dire qu'ils soient en activité récente ou même depuis un certain temps. On a une moyenne quand même qui est d'une trentaine de clients, quarantaine de clients. On est plutôt sur des personal trainers qui vendent de la séance, qui tournent assez bien et qui ont une trentaine ou une quarantaine de clients. C'est un peu je dirais la moyenne ou la médiane pour bien tourner ou en tout cas tourner suffisamment. Après, quand on est en lancement, bien évidemment, c'est très compliqué de répondre à la question parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la communication, ça dépend de la partie commerciale. On a dans le milieu du coaching, il y a un gros turnover puisque vous devez, un coach se doit d'être commercial. C'est impossible. Je dis un coach, mais un coach est un entrepreneur. Un entrepreneur se doit d'être commercial. En tant que dirigeant de société, on est les premiers commerciaux de notre société. Personne ne va vendre notre service à notre place. Oui. Bien sûr, on peut avoir des employés, bien évidemment. Et aujourd'hui, vous avez plein de sociétés avec des employés. Et on en a, nous, par exemple, chez Azeo. Mais si les dirigeants ne sont pas les premiers vendeurs du service qui est proposé, et notamment pour un personal trainer, si un personal trainer n'est pas en capacité de vendre son service et la qualité du service qu'il propose, j'ai du mal à considérer que c'est pérenne dans le temps. Donc, il faut essayer d'être commercial. C'est pas facile. Et c'est pour ça que moi, je dirais que de toutes les bonnes pratiques que j'ai données, la principale, c'est écoute et découverte. Puisqu'en fait, c'est
C'est deux principes très humains, mais vraiment très humains, qui permettent d'être avec un petit peu de logique et de lucidité, bah, finalement d'être perspicace et de sortir les bons arguments. Mm. De toute façon, et c'est une règle assez souvent, pour vendre et pour convaincre, il ne faut pas obligatoirement parler, il vaut mieux bien parler en ayant bien écouté. Mm. Oui, et puis un élément par rapport aux jeunes coachs, c'est que à un moment donné, il faut coacher, puis il faut se faire voir. Donc, euh, peut-être qu'il faut aussi accepter de coacher, alors, je ne vais pas dire des gens gratuitement, mais il faut coacher pour avoir des résultats et mettre en avant les résultats plutôt que peut-être de se mettre en avant soi-même en faisant preuve, en mettant en avant des connaissances, mais qu'on a appris récemment ou des choses comme ça. C'est mets en avant ce que tu sais faire, les transformations que tu as pu réussir, ben, c'est ça que tu vas mettre en avant parce que ça va répondre aux besoins du client, c'est ce qui va lui parler. Que tu saches que le client sache que tu connais plein de méthodes, mais il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est est-ce que tu connais une méthode pour que moi j'atteigne mes résultats. Le reste, ça ne l'intéresse pas beaucoup, sauf si c'est quelqu'un qui est passionné par des recherches en termes de connaissances. Mais sinon, enfin, c'est mon point de vue. Mais Ah peu non, mais importe peu je importe suis la méthode d'accord à que 100%. ouais, c'est ça qui est important pour moi. Il faut il faut savoir regarder et prendre des exemples du quotidien. Mm. Si on regarde, alors, j'utilise beaucoup de similarités avec ce qu'on peut avoir le reste du temps, mais si on regarde le monde automobile, les vendeurs de voitures électriques mettent tous en avant l'autonomie de leur voiture. Mm. C'est un résultat. Les vendeurs de monospace mettent pas en avant l'autonomie de la voiture. Ils mettent en avant le fait que dans la pub, on est capable de mettre une famille et 6, 7 personnes à l'intérieur de la voiture. Mm. C'est le résultat par rapport à un besoin et une problématique client. C'est ce Oui. que un coach doit être en capacité de démontrer. Oui. On a 80% du persona, du fitness, en tout cas des prospects qui veulent perdre du poids. Il faut montrer qu'on est en capacité d'atteindre ces résultats-là par des avant-après, par des témoignages, Mm. par des appels. Enfin, pourquoi nous, aujourd'hui, je prends l'exemple à notre échelle, il nous arrive d'avoir des prospects à qui je donne le numéro de certains de nos clients et qui les appellent et nos clients sont libres de dire ce qu'ils veulent Mm. à notre prospect. Mais finalement, si notre client il est satisfait du service qu'on apporte, pour Mm. quelle raison il dirait du mal de l'entreprise? Il n'y a pas de raison. Donc, Ouais. de la même manière, un coach pourrait obtenir la même chose. Mm. Et Oui, puis la preuve sociale et l'accompagnement, en tout cas le fait de capitaliser sur le client, est un des points fondamentaux de la croissance d'une entreprise et de la croissance d'un business. ouais, c'est ça. Et puis au début, le client, bah, c'est peut-être simplement des copains ou des amis ou de la famille. Mais s'ils ont des résultats, ils diront j'ai été coaché. Et les gens ne sauront pas forcément si tu avais payé ou pas payé. Ce qu'ils diront, c'est bah, avec lui, j'ai eu des résultats. Voilà. Ça, c'est important. Et le besoin de sécurité, bah, c'est un des besoins primaires. C'est effectivement, il faut faut rassurer sur est-ce que tu vas m'apporter la réponse à ma problématique. C'est ça qui est important. Exactement. Le besoin de sécurité, c'est le premier besoin. Donc, Là, je vais donner un exemple. Tu vois, dans les intervenants du symposium, on a deux personnes qui m'ont demandé pour intervenir. Et j'ai été très intéressé par leur démarche parce que c'est deux anciens obèses, mais qui étaient à 180, 200 kilos et qui étaient ingénieurs dans l'informatique et qui n'arrivaient pas à perdre du poids, ils n'y arrivaient pas. Et du coup, ils se sont pris en main. Et du coup, ils se disent, bah non, on va se spécialiser sur l'accompagnement pour ces personnes-là parce que nous, on a connu ça et on connaît les problématiques, les freins que les gens peuvent rencontrer. Et il y a plein de choses qu'on a vécues dans le coaching qui n'ont pas marché. Et ils sont en plus je dirais peut-être dans la compassion ou dans l'empathie. Et du coup, c'est ce qui fait que, eh ben, ils arrivent à développer leur activité parce que ils ont ce côté rassurant parce que je suis coaché par quelqu'un qui a vécu ce que j'ai eu ou ce que j'ai. Et du coup, il sera forcément euh, peut-être capable de plus comprendre, bien sûr. voilà, c'est ça. Mais alors, des fois, c'est limitant parce que si tu appliques ça, tu vas dire, bah, toi, moi, j'ai fait de la prépa physique dans le rugby, donc qu'est-ce que tu viens faire de la prépa physique dans le tennis ou dans le basket? Tu connais rien.
Oui, voilà. Bon, après, tu vas rassurer par d'autres choses, mais par les expériences, par des choses comme ça, par l'écoute, par la discussion, par qu'est-ce que vous voulez travailler, de quoi vous avez besoin, et c'est ça qui rassure les gens. Il y a une autre question. Non, il n'y a pas d'autre question. Il y a Sofiane qui doit s'éclipser. Euh, voilà. Moi, je vais devoir vous laisser aussi. Je vais monter dans mon train. Oui. Alors, on dira que si les gens veulent te poser des questions, ben, ils pourront le faire lors du symposium, puisque tu seras présent. Exactement. Voilà. Donc, encore te remercier pour ton écoute, parce que du coup, quand on s'est rencontrés au FITEX, on a justement eu cette approche d'écoute là, et plutôt, je me suis retrouvé dans les échanges que tu avais sur écouter ce que l'autre personne recherche. Dans le partenariat qu'on a essayé de construire, on a aussi été sur une écoute réciproque l'un de l'autre par rapport à ce qu'on pouvait s'apporter. Et effectivement, ce que tu as dit sur l'écoute, sur la posture, bah, c'est fondamental. Et c'est comme ça qu'on arrive après à développer des choses. Après, avec des recommandations, on va vers des personnes, on met en réseau, on a des idées. Et c'est la recommandation qui est porteuse d'espoir et d'avenir, je pense. Bon, du coup, j'ai perdu Anthony. Non, il est peut-être monté dans le train. Ouais, je crois qu'on l'a perdu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses à faire part? Je ne sais pas si Anthony est là. Il est peut-être parti. Euh, plus personne? Non. Donc là, le, la présentation, elle sera disponible. Euh, le replay vidéo sera disponible. On va le mettre sur notre chaîne YouTube. Je vais aussi le transmettre à Anthony pour qu'il le mette à dispo sur sa plateforme Azeo. Et puis, je vais récupérer la présentation d'Anthony, puis je vous l'enverrai dès qu'il me l'aura fait parvenir avec deux, trois petites précisions ou informations complémentaires. Voilà. Est-ce que des personnes ont des questions, des remarques, des observations, des choses comme ça? Julien, Amaury, Magali, Oh, c'est bon, j'ai tout c'est tout compris. bon? Voilà. Donc, il y a plein de choses essentielles. Alors, c'est des choses qu'on a déjà entendues, mais euh, on les a entendues, mais après, est-ce qu'on les applique vraiment? Et c'est vraiment là-dessus où il faut aller. C'est de travailler sur ça. Ouais, la méthode DISC, on connaît, c'est bleu, c'est jaune, c'est vert, c'est jaune, ok, d'accord, c'est rouge, pardon. Mais derrière, c'est concrètement, est-ce que je suis vraiment en capacité de m'adapter à cette personne? Et ça, faut vraiment travailler dessus. Il vous a parlé de la programmation neurolinguistique, mais c'est pareil, c'est des choses qu'il faut vraiment expérimenter parce que connaître, c'est une chose, mais maîtriser, c'en est une autre. Et pour maîtriser, il faut pratiquer et puis il faut se former, il faut expérimenter les choses. Et puis, qui dit expérimenter, bah, il faut se vautrer, hein. Et puis, ben, on se vautre. Et puis, quand on a compris pourquoi on s'est vautré, ben, normalement, on fait plus trop d'erreurs. En tout cas, on fait un peu moins d'erreurs dans son approche, dans son discours. Et ça, il faut y aller. Et puis pour les jeunes coachs qui sont en formation, bah, c'est ce que je dis à mes apprentis ou les étudiants que j'ai en STAPS. C'est bien beau la lecture, c'est bien beau les bouquins, c'est bien beau la théorie, c'est bien beau mais coacher, allez-y, coacher, 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 coacher. Voilà, plus vous allez coacher de personnes, plus vous allez apprendre de choses. Parce que il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont pas marcher, des choses qui devraient pas marcher et qui vont marcher, et des choses qui devraient marcher et qui marchent pas. Voilà. Et il faut pas galvauder ou rabaisser notre métier parce qu'on a eu tendance, et moi j'ai fait le premier, hein, quand on coachait des gens au tout début, bah, pas cher, hein, pas cher, parce que si jamais c'est trop cher, ils ne voudront jamais. Et on s'est fait du mal avec ça parce que du coup, on a dévalorisé notre travail. Et une heure de main-d'œuvre, bah, elle n'est pas moins chère que l'heure de main-d'œuvre d'un mécanicien ou d'un ouvrier, hein. À un moment donné, c'est pareil, quelqu'un qui répare une voiture, je sais pas, c'est 50, 60 balles de l'heure la main-d'œuvre. Ben ouais, ben vous travaillez sur de l'humain, donc une voiture, c'est une voiture, c'est pas très grave, mais un humain, c'est pas négligeable. Donc la valeur humaine, elle est importante. Donc ça, c'est essentiel pour moi, c'est que vous soyez attentif à ça. Et puis après, c'est l'écoute, la disponibilité, l'empathie, mais la vraie empathie, c'est prendre du temps d'écouter les gens, aller vers eux, comprendre leurs problématiques, essayer de trouver des solutions. Puis si vous ne trouvez pas de solution,
Ben, c'est pas grave, vous dites, moi, je n'ai pas de solution pour toi. Par contre, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et, euh, et ça, c'est important. Voilà le petit complément que je voulais vous faire, moi, par rapport à ça. Donc, je vous envoie on vous enverra le replay. C'est notre ami Pierruc qui va le mettre en forme. Et puis, je récupère la présentation d'Anthony pour vous l'envoyer. Et puis, j'espère vous voir lors du symposium. C'est la deuxième fois qu'on le fait et on veut essayer de créer un événement qui soit fédérateur où on peut se rassembler, échanger, pas que derrière un écran, dans la vraie vie. Voilà. Enfin, même si tout est la vie, mais on puisse échanger. Tout à l'heure, je ne sais plus qui il a mis un petit message sympa en disant que c'était vraiment une expérience sympa. Je crois que c'est Anthony, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est vrai que c'était appréciable de se rencontrer, de se fédérer. Donc ça, c'est important. On a besoin de crédibilité à travers d'événements comme le symposium. Ça existe dans d'autres métiers, mais dans le milieu du sport, pas trop. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec des gens passionnés et motivés. Voilà pour moi. Euh, je ferais vraiment essayer de revenir cette année, car ça vaut vraiment le coup. Bah, écoute, je pense aussi que ça vaut vraiment le coup, mais je suis pas très objectif. Donc du coup, tu m'excuseras, mais oui. À la base, c'est juste parti d'une connerie. Je vais pas vous faire le topo, mais juste si on faisait un truc entre potes, voilà, comme ça, autour de deux, trois thématiques. Bon, ça a un peu débordé, mais ça, c'est pas très grave. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, prochain webinaire, pardon, avec Labo RNP. Je vous enverrai les infos. J'ai plus la thématique en tête, mais je vous enverrai toutes ces infos-là dans le mail avec le lien pour le replay et puis la présentation d'Anthony. Vous aurez les informations sur le prochain webinaire. Ça doit être le 20 mars, je crois, avec Labo RNP. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis, on se voit au prochain webinaire et ou au symposium. Je vais couper l'enregistrement